m'appelle Caroline Vindel, je suis journaliste basée à Marseille et je me lance désormais dans le podcast. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes inspirantes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Parfois seulement. Bienvenue dans Cité Radieuse. Et pour ce premier épisode, j'ai rencontré Léa Dominguez. Léa a 30 ans et déjà un très joli parcours. Photographe professionnelle, elle a travaillé dans la mode à New York, collaboré avec de nombreuses marques et exposé à Paris et Tokyo. Elle est la fille de Sandrine et Patrice Dominguez qui lui ont transmis le goût de la liberté et de l'audace. Il y a 2 ans, elle a ouvert un coffee shop à Paris, au cœur du marché aux puces de Saint-Ouen, avec son mari, Thomas. Elle est également maman d'une magnifique petite Java et aujourd'hui gérante de la chambre d'hôte La Pinède à Marseille, tout en continuant à signer de nombreux projets artistiques. Une jeune femme de son temps qui mène tous ses rôles de front avec panache. Je vous laisse découvrir notre conversation. Léa, bonjour, merci de me recevoir chez toi à Marseille. Alors on peut peut-être commencer en décrivant un petit peu où on se trouve parce que c'est un vrai bonheur et on va essayer de trouver les mots pour faire partager à ceux qui nous écoutent. Donc on est chez toi. Absolument. Donc ce qui est ta maison, oui. Et qui est aussi La Pinède, donc la chambre d'hôte que tu as ouverte avec ton mari Thomas. C'est ça, on est dans un petit écrin de verdure dans le 9e arrondissement de Marseille, donc proche du parc des Calanques. On est vraiment en dehors de toute cette effervescence marseillaise qu'on adore aussi, mais nous, dans la démarche de déménager ici, on cherchait vraiment quelque chose d'assez calme, assez naturel, et on a cette maison donc, qui est des années 30, qui a une identité à la fois provençale, à la fois un peu coloniale aussi, avec ses poutres et le balcon. Enfin, il y a vraiment plusieurs signatures d'époque dans la maison, mais globalement, nous, ce qui nous a plu tout de suite, c'est cette nature, ces 2 énormes palmiers, la piscine, un peu comme un bassin plutôt qu'une piscine, et tous les oliviers, toute cette nature qu'on a ajoutée au fur et à mesure de notre emménagement, qui en fait referme de plus en plus la maison pour donner une indépendance à la fois visuelle et auditive aussi à nos hôtes, parce que du coup on a créé en fait une barrière naturelle entre cette partie de la maison qui est donc louée à des hôtes et à parfois des amis aussi, et notre maison à nous de famille dans laquelle on s'est installé en janvier et qui depuis ce jour voilà, nous appartient de plus en plus, on se sent de mieux en mieux, on prend nos marques, on se sent enfin chez nous. Après quelques mois de travaux, c'est ici qu'on est installé maintenant en famille, donc on est très content de ce petit écrin, de vraiment ce cocon de nature qui nous entoure, et en même temps de la lumière, de la vue qu'on a. Alors on s'est dit, si on va à Marseille, on va s'installer avec une vue mer, mais en fait pas du tout, on a une vue montagne. Ce qui est aussi revenir à nos premiers amours, parce que Tom et moi, on est très attachés à la Haute-Savoie, et on s'est mariés là-bas. On a vraiment la montagne, c'est très important pour nous, même si on ne pense pas s'y installer un jour, parce que voilà, on a des métiers qui nécessitent d'être voilà, dans des grandes villes et tout ça, mais cependant d'avoir cette vue le matin quand on se réveille, c'est aussi une belle réussite pour nous, aussi belle que d'avoir la mer en face, même si un jour ce sera peut-être l'ambition. Et oui. Justement, comment vous avez atterri, on va dire, à Marseille ? Vous êtes parisiens tous les deux ? Oui, absolument. On est Audeuniens même, donc on habitait à Saint-Ouen. Je précise parce que c'est là qu'on avait monté notre premier projet commun. Et on avait une vie très citadine, voilà, beaucoup de sorties, beaucoup de copains, on consommait Paris, quoi. Vraiment, on avait cette vie à la fois parisienne et audeunienne, très, très épanouissante. On n'a pas du tout fui Paris, contrairement à ce qu'on peut penser. On n'est pas parti avec un ras-le-bol des voitures, du bruit, pas du tout. On adore Paris, on y est souvent d'ailleurs. Mais on avait envie de sortir un peu d'une zone de confort, parce qu'à Paris, tous les deux, Tom il fait un peu de télé, moi j'ai créé une communauté avec mon café à Saint-Ouen qui était voilà, une soupape pour mener des projets. On avait la presse derrière nous, on était assez soutenus, et on s'est dit à un moment donné qu'on voulait monter un projet en prenant un peu plus de risques.
Je vous cache pas qu'à la base, l'idée c'était de partir un peu plus loin, peut-être même de l'autre côté, aux États-Unis et tout ça. Et en fait, on s'est raisonné pour nos familles et même pour nous à tenter l'expérience plutôt dans une grande ville française. Et le calcul a été assez vite entre Bordeaux, Lyon et Marseille. Et en fait, déjà, moi, je voulais absolument la mer. Donc, c'est pas un cliché. J'en avais envie, besoin. J'avais envie de me rapprocher de la Méditerranée, qui sont quand même certaines de mes origines. Et du coup, on a réfléchi et on aime beaucoup aussi la vie culturelle. On aime pouvoir faire des sorties, aussi bien sociales que musées, que ciné et tout ça. Donc en fait, on a fait des listes et Marseille remplissait le plus de nos critères. Et en plus, on a eu un gros coup de cœur quand on est venu pour la capitale européenne de la culture en 2013. On avait vu des belles expos, des belles installations. Et même si on a toujours aimé le côté un peu sulfureux de Marseille et la réputation qui va avec et tout ça, on a quand même redécouvert une ville qui tendait vers de grands projets et de grandes ambitions. Donc pour nous, ça a été une évidence que si on voulait monter un projet un peu dans l'air du temps, cette ville allait nous accompagner, et puisqu'elle était dans cette même dynamique qu'on a vraiment ressentie au travers de nos petits passages ici. Et puis après, il y a eu la maison. Ça a été aussi un choix parce qu'on a vu cette annonce et elle correspondait parfaitement à nos critères. Donc à la fois d'installation, de style, de quartier, et elle offrait la possibilité de faire la Pinède. Donc voilà, tout ça a fait que notre petit dossier sur Marseille a grandi et c'est devenu une évidence pour nous de s'installer ici. Donc vrai coup de cœur pour la maison, vous en y avez vu beaucoup ou c'est la seule qu'on a vue. C'est la seule que vous avez vue, ça c'est drôle. À distance c'était difficile, on a envoyé sur des sites internet et puis on a les parents de Tom qui vivent à 1 heure d'ici, donc on les a envoyés visiter celle-ci. Et je m'en réfère à leur capacité de se projeter et tout ça, parce qu'ils sont eux-mêmes dans des démarches de réhabilitation, de chantier, de construire des maisons. Donc je leur ai fait confiance, ils nous ont dit ça vaut le coup, vous devriez prendre un train et descendre. Et pour l'anecdote, je ne pouvais pas descendre parce que j'avais trop de travail, c'est Tom qui est venu. Et on a signé la maison chez le notaire, je ne l'avais pas vue en vrai encore. Ah oui, confiance totale. Aveugle et totale en Thomas. Voilà, c'est une belle histoire. La première fois que je l'ai vue, c'est presque le jour où on a eu les clés. Donc pour moi, c'était tout ou rien, quoi. Il n'y avait pas de... Il fallait que je m'y fasse et que je m'y prépare parce que c'était engagé. Et pour la seconde anecdote, le jour où on a eu les clés, il pleuvait. Enfin, c'était un temps horrible, il pleuvait. Donc pour moi, ça a été un peu un choc. Mais finalement, avec 7 mois, 8 mois de recul, c'était... Pas de regret. Non. Alors, je le disais dans ta présentation, un très joli parcours pour une jeune femme comme toi. On sent beaucoup d'envie, d'ambition, d'audace en toi. D'où vient cet aspect de ta personnalité ? Je pense qu'elle vient de ma force d'adaptation en fait. J'ai des parents qui sont eux-mêmes entrepreneurs, journalistes, présentateurs, organisateurs, enfin qui ont toujours eu c'est comme nous, Tom et moi, ce côté multifacette, un peu couteau suisse. Et du coup, ils nous ont déjà jamais contraints à suivre un parcours trop formaté. Et de toute façon, moi, j'étais pas vraiment faite pour. Et du coup, ils nous ont un peu fait faire face à nos responsabilités, c'est-à-dire si tu choisis un parcours qui n'est pas tout à fait normal et préconçu et tout ça, en revanche, il faudra se battre d'autant plus, il faudra faire des choix, faire des compromis et tout ça. Et du coup, mon frère aussi est comme ça, on a toujours dû s'adapter et faire nos preuves pour que ça puisse exister, pouvoir présenter un projet à mes parents. Quand j'ai décidé de quitter un circuit scolaire normal et d'aller en école d'art, j'ai dû presque monter un exposé. Ils ont toujours forcé en nous cette capacité de s'adapter, de vraiment explorer exactement nos choix et faire vraiment bâtir un vrai projet pour qu'on puisse faire des choix et qu'ils soient acceptés par ceux qui sont en face de nous. Aujourd'hui, c'est plus mes parents, mais c'est nos prestataires, nos fournisseurs, nos commanditaires, parce que maintenant on travaille pour des gros projets à plus grande échelle et tout ça. Donc en fait, j'ai pris l'habitude de monter un dossier, de préparer dans ma tête un exposé. En fait, rien de plus scolaire, alors que j'étais pas vraiment très scolaire. Mais du coup, j'ai pris l'habitude d'expliquer très clairement et simplement les projets qu'on allait mener avec Tom. Même je me les explique à moi, en fait on se les explique. Et en fait on s'est donné comme ligne de conduite, dès lors qu'on en parle, on va jusqu'au bout.
C'est-à-dire on ne parle pas d'un projet tant qu'il n'est pas vraiment en construction. Par contre, si un jour on en parle, Tom et moi, c'est que vraiment il est là pour être abouti et très concis. Enfin, nous, on fait les choses jusqu'au bout. On a pris cette ligne de conduite pour nos clients et même pour nous-mêmes d'avoir un côté hyper abouti, hyper multifonction, parce qu'à nous deux, on forme une team assez complémentaire. Avec moi qui ai une formation de photographe, Tom plutôt dans la mode et la déco. Voilà, on a une complémentarité qui nous permet de mener ces projets et la Pinède en est pour l'instant la belle réussite. Donc on est très heureux. Alors avant d'en revenir à cette chambre d'hôte, donc la Pinède, on va revenir en arrière. Donc tu le disais, tu en as parlé à tes parents, tu as choisi une école d'art. Oui. C'était l'envie d'être photographe tout de suite ou au début c'était pas très clair pour toi? Comment ça s'est passé? Non, c'était pas clair, c'était l'envie d'avoir un mode d'expression en fait différent, de pouvoir exprimer toute cette période d'adolescence où je trouvais pas forcément les bons moyens pour m'exprimer manuellement, physiquement et tout ça. J'ai cherché du coup une école qui comprenait un peu les profils comme le mien, qui n'avait pas forcément une capacité de se concentrer, de faire des choses hyper scolaires et tout ça. Donc j'ai quand même suivi un cursus scolaire semi-normal parce que je suis allée jusqu'au bac, j'ai obtenu mon bac, mais en fait j'avais un peu comme ces sportifs qui font sport-études, moi j'avais art-études, donc le matin j'avais des cours normaux, comme tout le monde, et l'après-midi des ateliers, du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l'infographie, de la photo. Et en fait, le premier jour où je suis arrivée dans cette école, le directeur nous a tous convoqués, nous a dit voilà, ici, nous, on vous laisse quelques mois pour trouver un mode d'expression qui vous convienne le mieux et aller faire ces 3 années d'études pour former à un métier d'art et tout ça. Et il est venu naturellement que c'était la photo pour moi parce que j'aimais déjà beaucoup faire des collages et tout ça. Et faute de trouver suffisamment d'images pour alimenter mes tableaux, j'en ai fabriqué du coup. Et du coup, j'ai commencé avec des vieux appareils photo jetables. Et ensuite, j'ai eu un Canon. Je me souviens à l'époque, c'était le cadeau suprême. Et j'ai commencé à travailler du coup au numérique. Et ensuite, je suis revenue à des techniques plus vintage parce que j'ai trouvé vraiment un grain et un esprit dans mes photos plus ancien. Donc, j'ai travaillé qu'au numérique. C'était quelle école, pardon ? Après, je suis rentrée à l'EFET. C'est une école d'audiovisuel à Paris. Et du coup, je suis rentrée pleine d'envie en me disant je vais faire des photos, c'est génial et tout. Mais pas du tout. La première année, j'ai à peine touché un appareil photo. On n'a fait que de la théorie, donc de la physique, de la chimie. J'ai appris à développer, j'ai appris à me servir d'appareils qui n'existent plus, qui ne se fabriquent plus, tels que la chambre, les vieux Polaroid et tout ça. Enfin, j'ai appris, comme si on commence la danse, on apprend le classique. Moi, j'ai appris les classiques de la photo. Donc au début, ça m'ennuyait un peu, mais en fait, aujourd'hui, je ne travaille plus qu'en argentique. Donc c'est vraiment un parti pris, en tout cas pour mes projets perso. Et du coup, ça donne un grain et ça donne un défi supplémentaire de ne pas avoir ce miroir de ce qu'on photographie, de ne pas avoir ce que je reproche un peu, là c'est un autre sujet, mais à cette société d'hyperconsommation, de tout voir, de tout savoir tout de suite et tout. Avec l'argentique, il faut une forme il faut avoir confiance en soi, parce qu'on fait des ajustements quand même qui sont hyper mathématiques, mais aussi assez intuitifs. Il y a ce côté d'avoir une forme de patience, parce qu'on ne voit pas les images tout de suite, on va les faire développer, ça prend un certain temps, et après c'est une vraie satisfaction. Et en plus, je trouve en image, ça n'a rien à voir, même si je suis totalement à l'aise avec le numérique aussi, et je travaille d'ailleurs pour mes projets pro. Quand je fais des campagnes ou des défilés ou quoi avec du numérique, ça rassure tout le monde et on est très content. Mais moi, dès que je travaille personnellement, je préfère l'argentique. Et en plus, maintenant, c'est des appareils qui sont plus facilement transportables. J'ai vraiment mon petit Canon que j'emmène partout. Et ce qui est marrant, c'est que ma fille, maintenant, se met à le faire avec moi et tout. Donc, c'est vraiment... ça restera, même si aujourd'hui, je pourrais plus dire que c'est mon seul métier parce que je fais d'autres choses et tout ça, ça restera vraiment une grande passion pour moi et je pense que dans ma vie, ça reviendra à certains moments, de faire des photos, de faire d'autres projets, de refaire des photos. Je suis contente d'avoir gardé ça et d'avoir appris surtout toutes les techniques qui puissent aujourd'hui me permettre d'utiliser différents appareils et de comprendre l'image, de comprendre le développement et d'avoir la patience de travailler avec tous ces objets-là, quoi.
Comment tu en arrives à exposer à Paris et Tokyo, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ta présentation? C'est quand même assez incroyable. Oui. Raconte-nous ça. En fait, j'ai créé une série quand j'ai commencé la photo qui s'appelle Beautiful Loneliness, donc qui veut dire la solitude, la belle solitude, qui est une série de photos qui s'inscrit dans le temps. En fait, j'ai commencé à travailler sur ce thème quand j'ai commencé à voyager toute seule, quand j'ai emménagé à New York toute seule. Et en fait, c'est venu comme une ligne à suivre pour moi. Et du coup, je pense que elle s'est vraiment améliorée avec le temps. Je le dis avec du recul aujourd'hui, parce que je pense que c'est ce qui a plu aux gens avec qui j'ai travaillé et aux gens qui ont fait le choix de m'exposer à un moment donné, c'est que le travail d'un artiste, quand il est cohérent et quand il s'inscrit dans le temps, il devient comme une identité. Enfin, je veux dire, quand on voit un tableau, quand on connaît un peu l'histoire de l'art, on peut facilement dire ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui. Et pour moi, c'était un vrai challenge de pouvoir dire ça c'est Léa. Même pour mon entourage, ou quand on me dit le plus grand compliment qu'on peut me faire, c'est j'ai vu une photo, j'ai trouvé que c'était totalement ton style. Parce qu'en fait, avoir un style, avoir une identité, c'est déjà une forme de... On a réussi quelque chose. Et pour moi, du coup, cette série qui s'est inscrite quand même sur presque une dizaine d'années, qui a commencé par des photos totalement clichés, mais qui ont plu et qui s'inscrit finalement aujourd'hui dans une série d'images totalement précises et qui ont exactement le même aspect. Même si j'ai voyagé dans le monde entier, on croirait qu'elle a été faite presque dans la même ville. Et du coup, j'ai formé cette série et j'en ai gardé qu'une vingtaine d'images, ce qui, à mon sens, étaient les plus pertinentes et les mieux construites, parce qu'une image, ça se construit aussi dans la façon dont on a la lecture de l'image. Et ça, je l'ai appris à l'école. Et du coup, je suis allée voir des supports, de mon temps aussi, c'est-à-dire des supports un peu grand public comme la Fnac. Voilà, je suis allée voir 2-3 personnes et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours réussi à parler facilement de ce que je fais, ce que j'entreprends et tout ça. Donc j'avais mon histoire qui était bien écrite, mes photos qui étaient cohérentes. Et du coup, ça a plu et ça a dépassé même ces circuits un peu commerciaux, parce que j'ai été approchée par une marque qui est un collectif, qui est selon moi aujourd'hui l'avenir de l'art, puisque aujourd'hui exister en tant qu'artiste c'est une chose, mais exister dans un collectif c'en est une autre. Déjà à l'époque du Bauhaus, de l'art déco, c'était déjà le cas. Il y avait des groupes en fait de peintres qui traînaient ensemble et tout ça. Ça s'appelait pas des collectifs, mais aujourd'hui c'est le terme qu'on a mis là-dessus. Mais en fait c'est magnifique, c'est pas un métier très personnel l'art, enfin même si la démarche l'est. En fait après exister avec d'autres artistes c'est quand même super d'avoir une cohérence ou une complémentarité. Et du coup je suis rentrée dans ce collectif, et ce qui m'a donné accès aux lieux comme le Bon Marché typiquement, qui est un lieu iconique de Paris. Donc pour moi c'était une super expérience. Et Arcurial aussi, qui est un lieu, tournante de l'art à Paris, par ses ventes aux enchères, par ses collections privées. Et du coup j'ai eu accès à ces endroits-là, qui sont l'étape d'avant les galeries, je pense, donc qui sont presque plus intéressantes, parce qu'elles touchent un spectre de public qui est plus large que le simple intéressé qui va dans une galerie pour voir quelque chose de précis et tout ça. Et du coup, j'ai joué un peu de ma jeunesse, donc j'ai travaillé aussi avec une marque qui faisait des t-shirts sur lesquels ils imprimaient mes photos. Et ça, quelqu'un de plus âgé ou qui a une expérience de la photo un peu ancienne m'aurait dit mais ne fais pas ça, c'est un peu dénaturé tes images et tout ça. Mais en fait pas du tout, ça m'a totalement rendu service, ça a donné de la vie à mes images. Un jour j'ai vu dans un festival de musique quelqu'un avec le t-shirt avec mon image, et j'en étais hyper émue. Je me disais en fait voilà, c'est les images aujourd'hui, on en voit trop, on n'en voit plus vraiment, et du coup il y a un espèce de mélange de trop d'informations. Tout le monde est devenu photographe avec les iPhones, avec les téléphones, les iPads et tout ça. Et du coup, nous, photographes, on doit se redoubler d'efforts pour créer des séries cohérentes, avoir une écriture, écrire une histoire en fait. Et comme je l'avais fait avec beaucoup de temps, beaucoup de voyages, beaucoup d'énergie et tout, je pense que ça a plu. Et du coup, je me suis retrouvée dans des galeries, et j'ai même une fois traversé le monde toute seule jusqu'à Tokyo. Parce que là aussi, j'étais englobée dans une bande d'artistes qui avait ouvert une boutique à Shibuya. Et du coup, j'ai pris l'avion toute seule, et je me souviendrai toute ma vie. Je suis arrivée, je suis allée jusqu'à mon hôtel, et j'ai pris tout de suite un métro pour aller voir l'expo.
Et c'était dans un grand magasin, un peu comme le Bon Marché, mais à Shibuya. Et je suis montée dans un escalator, 2, 3, parce que c'était immense. Et je me souviens, dans l'escalator, avoir vu à un moment donné ma photo apparaître, parce qu'il y en avait 2, 3. Et là, ça a été l'émotion totale. Ouais, parce que j'avais 21 ans, 22 ans, je crois. Et j'étais de nouveau toute seule sur la route et tout, mais cette fois, ça avait un but et ça avait du sens. Donc je suis hyper contente. Donc j'ai consolidé cette histoire-là qui existe toujours. C'est toujours la trame de mes photos. Sur mon site internet, c'est toujours cette histoire que j'écris, même après 10 ans. Donc c'est bien, je pense que je resterai toujours dans ce thème-là, hyper nostalgique. J'ai un esprit un peu vintage dans mes choix de déco, de vêtements et tout ça. Donc dans mes choix de photos, c'est une évidence aussi. Donc c'est ça en fait le style Léa Dominguez? C'est ça. Ouais. C'est un peu d'être née peut-être pas à la bonne époque, d'être un peu intemporelle et de travailler avec des techniques qui collent plus à l'époque dans laquelle je m'inspire. Donc pour créer une forme d'ambiguïté, quelqu'un qui voit mes images pourrait penser qu'elles ont été prises dans les années 50, 60. Et c'est exactement le but en fait, de créer une ambiguïté entre l'image, le thème, le sujet de l'image, avoir un côté très intemporel parce que pour moi c'est assez important de pouvoir jongler entre les techniques d'aujourd'hui et les techniques anciennes, plutôt argentiques. Et du coup mes images s'en inspirent énormément. Alors tu parlais de Tokyo, voyage seul, tu as traversé le monde toute seule. Les voyages en fait restent une grande passion. Totalement. Pour toi et ton mari Thomas d'ailleurs, je crois. Le pauvre, il a dû adhérer à cette passion et je le trimballe partout. Mais avant d'être avec Tom, je voyageais toute seule et ça a été très exaltant pour moi, au grand souci de mes parents évidemment. J'ai toujours voyagé toute seule. Quand j'avais 10 ans déjà, on me mettait dans des avions pour partir aux États-Unis, dans des familles et tout, donc j'ai eu l'habitude. Mes parents sont des grands nomades de par leur métier et leur choix de vie. Donc j'ai été habituée aux avions, au train, à être bousculée, à faire des valises, à m'adapter, à comprendre ce qu'on me dit, à comprendre les codes d'un pays, d'une ville et tout. Donc aujourd'hui, c'est devenu une ligne de conduite et c'est d'ailleurs une grande force pour moi et que j'essaye d'inculquer à Java, même si elle est jeune. D'ailleurs, elle porte ce prénom parce que c'est la promesse d'une vie assez nomade et c'est le nom d'une île. Donc pour nous, c'était important qu'elle ait un prénom qui déjà trace une route pour elle. Et du coup, le voyage, c'est totalement vital pour moi au sens propre. Je pense que si je devais arrêter de voyager, ça me rendrait peut-être très triste et c'est très épanouissant. Donc maintenant, je construis mon année je travaille, je bosse vraiment beaucoup, on mène des projets et après on part maintenant avec Java. Donc ça y est, on est parti pour le premier voyage avec elle. On a fait un road trip au Canada, c'était incroyable. Mais avant ça, il y a eu tous mes voyages solitaires qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont fait comprendre plein de choses sur moi et sur le monde, sur la vie. Sans rentrer dans les clichés, c'est vrai que j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud, en Asie et tout, donc forcément ça renvoie une culture et un mode de vie qui est totalement différent d'une autre. En plus, j'ai eu une enfance et une vie assez privilégiée, donc pour moi c'était très bien de voir le monde et de le comprendre. Et après, bien sûr, est venue la photo, donc ça a eu d'autant plus de sens parce que j'étais un peu reporter du monde avec mes séries de photos et j'ai voyagé dans des pays qui collent bien à ce thème de la solitude et tout ça, et du fait d'être seule aussi, ça amplifiait forcément cette histoire. Et puis après, il y a eu Tom qui est arrivé dans ma vie et c'est devenu une évidence qu'il fallait à la fois que je garde aussi mes voyages solitaires, mais que je sois aussi capable de voyager avec lui et qu'il soit capable de voyager avec moi. Donc je lui ai brisé un peu ses codes lui aussi. Je l'ai emmené dans des maisons dans des petits hostels au Cambodge, au Vietnam. Enfin, il a découvert avec moi une autre forme de voyage et il y a totalement adhéré. Donc depuis, on a fait pratiquement le tour du monde. Il nous reste encore l'Inde. Et ça, c'est le grand projet quand on pourra le faire, avec ou sans Java. Parce que Java est petite encore quand même. Java est petite, elle a 2 ans et elle a déjà fait pas mal de voyages avec nous, et New York, Montréal, tout le Canada et tout. Donc elle s'adapte très bien et ça la rend très heureuse de voyager. Et surtout, on a remarqué que quand on voyage avec elle, elle change beaucoup pendant les voyages. Elle franchit des étapes pendant nos voyages à chaque fois, donc c'est assez bouleversant pour nous à chaque fois. Et du coup, voilà, là on prévoit un voyage en mars. On va faire un grand voyage dans le centre des États-Unis, un peu wild, et avant qu'elle rentre à l'école, parce qu'on sera quand même de bons parents qui sont sérieux sur ce rythme-là et tout. Mais c'est le projet quand même de la faire voyager tous les ans sur
un mois pour qu'elle découvre le monde. Et plus elle grandira et plus on pourra rentrer dans des pays moins confortables pour elle. Donc facile d'accès aussi. Mais on fait en fonction. Donc c'est un peu la récompense d'une année de travail à chaque fois. On se sent très, très dynamique, pleine de panache, pleine d'envie. Alors j'ai lu quelque chose d'assez drôle sur le site de Fli, donc c'est le coffee shop que tu as créé à Saint-Ouen. L'idée est née d'une envie personnelle. Habitant le quartier depuis peu, nous rêvions d'un endroit comme celui-ci pour boire un café, se poser le temps d'une heure, une après-midi, chiner, travailler. Ne l'ayant pas trouvé, on a décidé de le créer. C'est très drôle ça, parce que ça a l'air tellement simple dit comme ça. Ça n'existe pas, je le crée. Donc ça, c'est un autre aspect de ta personnalité qui est hyper intéressant, je trouve. Ouais. Raconte-nous, du coup, ça s'est vraiment fait comme ça ? Ah vraiment, ça s'est vraiment fait comme ça n'a pas du tout été aussi facile que de le dire. Mais au travers de nos voyages, justement, j'ai eu l'occasion seule et avec Tom par la suite de découvrir tous ces endroits qui sont pas codifiés. Donc ils sont ni un café, ni un restaurant, ni une librairie, ni une boutique, mais qui sont tout ça à la fois. Un lieu sans code où on peut arriver à n'importe quelle heure, habillé comme on veut, même en pyjama, pour juste consommer ou pas, passer un moment, écouter un peu de musique, sentir des bonnes odeurs, faire des rencontres, venir seul, accompagné. On a adoré tout ça dans nos voyages parce que comme on était tout le temps dans des décalages horaires, dans des envie de manger là maintenant, envie de boire un café, envie d'avoir une bonne connexion internet, on aimait ces endroits rassurants. Pour moi, c'était le maître mot de Fli, c'était un endroit qui soit rassurant et pour tout le monde, pour tous les âges, pour toutes les nationalités. Et on a vu ça beaucoup à Buenos Aires, à Brooklyn, à Los Angeles, dans nos voyages. On s'est aperçu qu'il existait ces endroits. Donc on n'a pas inventé ce lieu, on en a fait une version en fait optimisée envers l'environnement dans lequel on s'installait, c'est-à-dire les Puces de Saint-Ouen, qui est quand même un lieu complètement emblématique de Paris, qui était là bien avant nous, qui sera là bien après, mais qui cependant manquait d'un petit endroit comme ça, un peu cocon, où on peut venir manger des bons produits, s'acheter un petit trésor, mais sans pour autant se ruiner, parce qu'il y a quand même dans les Puces, il faut le dire, une petite inflation depuis quelques années qui rebute pas mal. Mais... Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un lieu hybride, donc c'est à la fois coffee shop et à la fois c'est une boutique d'objets chinés, c'est ça ? Chinés, donc mais pas aux puces. Voilà, mais on peut repartir avec quelque chose, on peut tout acheter. Le but, c'est de venir boire un café torréfié et qui est fait par des compagnies avec qui on bosse, qui sont parisiennes, avec des vrais cafés du monde entier et tout ça. Donc de boire un café, de manger une part de cake faite maison aussi, et d'avoir un coup de cœur pour la vaisselle dans laquelle on vous la sert, où on a tout un mur de boutique avec des céramiques qu'on fait faire pour Fli, des coussins qu'on fait nous-mêmes, des bougies que je fais moi-même, enfin tout un panel d'objets uniques et qui racontent tous une histoire, qui ont tous une petite identité, soit visuelle, soit graphique et tout ça. Et en fait, d'avoir cette complémentarité entre je viens m'offrir une petite bougie mais je me pose boire un café, ou alors je viens bruncher mais je craque parce que depuis une heure elle est sous mon nez sur une lampe que Tom a fabriquée. Donc en fait, on avait en plus dans le business model cette complémentarité d'un moment passé dans un lieu où on peut repartir avec un morceau du lieu littéralement, parce qu'on a déjà vendu les chaises sur lesquelles les gens sont assis. En fait, on a écrit en grand, ici tout est à vendre sauf Java, parce que Java est né en même temps que le projet. Ah oui. Et du coup, elle était souvent dans la boutique avec moi et c'était un peu la blague. Et du coup, on a écrit ça et c'est vrai, vraiment vrai. On peut repartir avec une ampoule, un luminaire, tout en fait. Et du coup, ça plaisait beaucoup aux gens, c'était assez ludique et assez audacieux. Encore une fois, on ne l'a pas inventé ce concept-là, mais on a juste rapporté là où on vivait. Et du coup, ça a beaucoup plu aux gens de Saint-Ouen, qui sont pour la plupart des entrepreneurs, parce que c'est quand même une ville qui regorge d'artistes, d'artisans, d'entrepreneurs. C'est un peu, j'aime pas trop ce terme, mais un peu l'Eldorado du bobo parisien qui vient s'installer pour plus de mètres carrés et qui aime bien un peu s'encanailler dans des anciens quartiers un peu dangereux, mais en fait pas du tout. Ça a juste une âme incroyable, Saint-Ouen, et il lui manquait, je pense, un endroit comme ça, hybride exactement, qui puisse accueillir tous ces gens qui ont des choses à écrire, des journalistes qui venaient se poser, écrire un article. On avait même des musiciens qui venaient parfois avec leur console et qui créaient de la musique. Enfin, on a créé ce lieu parce que c'était notre rêve, et en fait il est devenu exactement ce qu'on espérait. On a rencontré exactement les gens qu'on espérait rencontrer. On pensait devoir aller chercher, parce qu'on avait un parti pris de changer un peu tous les mois la déco, on pensait devoir aller chercher tout le temps des artistes, des artisans, et en fait ils sont tous venus à nous.
Et ça a été la réussite, la consécration pour nous. On recevait des profils, les gens venaient avec un book sous le bras, mais vraiment, on a créé un petit collectif d'artistes et d'artisans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois vraiment, moi, en une espèce de bande d'artistes qui collaborent, qui échangent et qui existent ensemble. Donc, c'est exactement ce que FLI est devenu. Et l'union fait la force. C'est ça. Et est-ce qu'on a une petite chance, c'est la Marseillaise c'est une question très intéressée, que vous dupliquiez ce modèle à d'autres villes, Marseille évidemment, oui, ou d'autres? En l'occurrence, c'est le projet initial de notre venue à Marseille. Donc, on est en ce moment on s'est associé avec notre meilleur copain d'enfance, même si beaucoup diront que s'associer avec les copains, c'est pas une bonne chose. Nous, on l'a fait. L'ambition, là, vraiment, puisque maintenant la Pinède est totalement terminée, c'est de trouver le local idéal dans Marseille pour dupliquer ce projet. Qui s'appelle FLI Curiosity and Coffee. Donc, Curiosity au sens, on a repris un peu le terme cabinet de curiosité, parce que nous, en déco, et c'est ce qui nous inspire le plus, on adore les trucs super chargés, où il y a toute une histoire, on a envie de regarder pendant 20 minutes tout un mur rempli de vieilleries, un peu comme chez les grands-parents, mais de façon un peu plus audacieuse. Et du coup, le but vraiment, c'est d'appliquer ce projet, même si ici, on ne peut pas s'intégrer dans un environnement de puces, parce que même si, pas plus tard qu'hier, on était aux puces de Marseille, on pense qu'elles ne sont pas prêtes pour accueillir un projet comme le nôtre. Mais voilà, forcer du coup, c'est là qu'on sort d'une zone de confort, forcer vraiment le trait et rentrer dans notre propre projet, mais en s'installant en plein cœur de Marseille. Donc venez chez nous, chiner des objets qu'on ramène de voyage, puisque le voyage reste vraiment au cœur de nos choix et de nos vies. Et boire un café, manger un petit déj, un goûter, voilà, avoir ce lieu hybride ici aussi, et puis après, si l'énergie le permet, dans d'autres villes, et voilà, mais le but c'était aussi de l'installer nous-mêmes, d'y bosser nous-mêmes, donc pour l'instant, puisqu'on est ici, ce sera Marseille. Voilà, c'est ça. Et finalement, c'est un peu la même histoire avec la Pinède, parce que le coup de cœur pour la maison, donc tu viens de le dire, vous êtes venu pour ce coffee shop, et il y a ce garage au bout du jardin, qui aurait très bien pu rester un garage. Absolument. Et finalement, qui devient une chambre d'hôte. Oui. Une magnifique petite chambre d'hôte. Pareil, raconte-nous, comment ça s'est fait? En fait, du coup, quand on a eu le projet de vivre à Marseille, on s'est quand même dit qu'il fallait qu'on y vienne pour un but précis, qu'on ne pouvait pas juste s'installer là-bas et aller à la plage tous les 2 jours. Donc, avec Tom, on a toujours eu envie, quand on a créé FLI, d'ailleurs, on l'avait dans une interview dit, FLI aujourd'hui est un café, mais pourrait devenir autre chose un jour. Hein, pourquoi pas un hôtel, une auberge, un restaurant. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas créer l'expérience FLI sous forme de nuitée. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 2-3 heures avec nos clients sous forme de petit déjeuner ou déjeuner, là, créer une expérience totale avec une nuit passée chez nous, un dîner, un petit déjeuner, vraiment avoir les 24 heures, l'expérience pendant 24 heures, d'être dans un lieu où on peut tout acheter sans être poussé à la consommation, mais dans un lieu dans lequel on s'imprègne et on se dit... Bon bah ça je le trouve chouette, je peux repartir avec ce service-là, les draps, les oreillers, enfin tout est envisageable. Et du coup quand on a vu cette maison et qu'on a vu qu'elle avait un garage un peu à l'abandon, on s'est dit mais en fait c'est la maison idéale parce que elle permet ce projet à petite échelle, parce que pour nous c'était quand même un challenge de rentrer dans des codes un peu presque hôteliers. C'est pas du tout notre métier ni notre formation, personne de nos familles en plus n'a la connaissance de cet univers-là, donc on a dû quand même se cadrer, s'organiser sur ce projet. Et du fait qu'il y ait une chambre unique, ça redoublait en fait l'expérience, ça la rendait exclusive, très, très personnelle, parce qu'on fait des rencontres, c'est assez intime, on est dans un jardin qui fait pas 3 hectares, donc on a vraiment une rencontre avec les gens qu'on reçoit. Et du coup on s'est dit c'est les proportions idéales pour tenter l'expérience, pour faire, comme on aime bien dire, et on l'avait dit pour FLI à Saint-Ouen, un joli brouillon. Parce qu'en fait, l'ambition, peut-être dans quelques années, ce serait d'avoir un terrain et de pouvoir décupler le projet. Mais il fallait vraiment qu'on s'imprègne des codes hôteliers, enfin plutôt maison d'hôte que hôtelier, mais de tous ces codes de réception, de constance, de recevoir les gens chez nous. C'est quand même assez intime, on a une petite fille, on a notre vie. Et voilà, et aujourd'hui, on a passé le premier été, donc du coup, c'est...
je pense qu'on a passé le plus dur. Ouais. Et ça ne désemplit pas en plus, non, pas du tout. Ça ne désemplit pas. On a souvent des doubles, triples demandes sur certaines dates. Donc c'est une super nouvelle pour nous. Je pense qu'il y avait une place à prendre à Marseille avec ce projet. Même s'il y a une offre sûrement très sympa, on ne les connaît pas tous, mais de maisons d'hôtes, d'hôtels et tout. Sur un positionnement très déco, un peu bohème, un peu vintage et tout ça, je pense qu'on est on a un petit monopole sur lequel on surfe aujourd'hui. Et en plus de par l'emplacement dans le parc des Calanques, on a vraiment un attrait nature et sportif. Enfin voilà, on attire une clientèle quand même assez motivée par les randonnées, les balades et tout. Et à la fois, enfin c'est pas surprenant, mais de par la distance avec le centre de Marseille, on pensait qu'on n'aurait pas les simples touristes et tout, mais en fait si, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent des expériences exclusives, qui veulent vivre un moment, parce que les hôtels c'est très bien, c'est codifié, c'est tous les mêmes dans les grands groupes et tout ça, mais aujourd'hui je trouve qu'on est de plus en plus en demande d'expérience, de vivre un moment unique, d'avoir une attention personnelle, parce que quand on rentre chez nous, il y a un petit board et il y a écrit les prénoms de chaque personne qui vient dormir ici. Soit on se débrouille pour les avoir en fouillant sur les réseaux sociaux, soit les gens nous les donnent en réservant. Donc on met, quand il y a des enfants, on sort le kids kit, donc c'est un kit pour les enfants pour jouer. Enfin, on a pris en fait à travers tous nos voyages, toutes les expériences sympas qu'on avait eues en tant que parents, en tant que couple et même avant en tant que célibataire. Et on a tout repris et on a fait un pot avec ça et on en a rendu une chambre assez hyper attentionnée. En fait, comme chez Fli, c'était de la bienveillance, un lieu rassurant où la literie est exceptionnelle parce qu'on l'a choisi dans une charte vraiment d'hôtel et tout ça. Il y a plein de petites attentions, il y a des chargeurs déjà branchés, il y a un ordinateur avec tous les comptes sympas pour regarder des séries, s'il fait mauvais, il y a toute une cuisine équipée, une salle de bain, une jolie terrasse, enfin il y a vraiment tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour passer un bon moment, même une nuit ou une semaine. Et les conseils, parce que je trouve ça toujours très épatant, les néo-marseillais finalement vendent mieux Marseille que les Marseillais installés là depuis des années. C'est vrai. Tu es arrivé, enfin vous êtes arrivé là il y a même pas un an. Non. Je pense que vous connaissez la ville mieux que beaucoup de Marseillais. Si, je vous assure. En termes de conseils, de visites, de choses à faire, comment vous orientez vos clients ? C'est vrai qu'en tant que néo-marseillais, on a beaucoup consommé Marseille depuis qu'on est ici, parce que pour nous, c'est un peu comme un long voyage en fait. On découvre tout, on teste tout est une découverte, parfois une bonne surprise, une mauvaise surprise. On avait eu beaucoup de sons de cloche sur certains quartiers, sur l'implantation de notre lieu aussi. On nous a dit tout et rien, et on s'est dit, en fait, on va se faire tout simplement notre propre idée. Donc il y a plein de choses qu'on nous avait recommandées, qu'on a moins aimées, d'autres qu'on nous avait décommandé, par exemple les puces, et on a adoré. Enfin, on s'est fait vraiment notre propre carnet d'adresses et on la met à disposition de nos hôtes sous forme de téléphone. On leur prête un téléphone quand ils arrivent qui permet de localiser en fait via 2 applications tous nos spots préférés, classés par resto, plage, musée, boutique, enfin tout est rangé par couleur et très codifié parce qu'on a beaucoup de clients étrangers, donc on a simplifié les choses pour que tout le monde comprenne. Et du coup, on propose à nos hôtes de vivre un peu l'expérience que nous on a vécue depuis 8 mois en étant néo-marseillais. Et on leur recommande des endroits qui sont pour certains totalement clichés, typiquement c'est incontournable pour nous d'aller boire l'apéro au Vallon des Aufs, mais je trouve que quand on arrive à Marseille et qu'on n'est pas bien renseigné, on peut totalement passer au-dessus, littéralement, parce que c'est en dessous du pont, oui. Et ne jamais savoir qu'il y a ce lieu qui pour moi est magique, et je ne m'en lasse pas du tout, à la fois pour me baigner, pour aller boire un verre au club là où il y a les paddles, pour boire un verre chez Fonfon, chez Jeannot, enfin on adore ce lieu, c'est peut-être cliché et tout ça, mais on trouve que beaucoup de gens passent à côté, ou littéralement au-dessus, et que c'est dommage. Et pareil pour tous les lieux qui sont en dessous de la corniche, donc à la fois les plages, les restaurants, les puisettes, le petit pavillon, le bistrot plage, enfin on aime en fait ce côté marseillais un peu de béton mélangé à de l'eau turquoise. J'aime bien cette complémentarité qui parfois pour certains sont complètement dénués d'esthétisme. Pour moi au contraire ça l'est totalement. C'est totalement esthétique, c'est un peu désuet et j'adore ça. Ça se retrouve dans mes photos d'ailleurs, donc pour moi c'est aussi une ville très photogénique. Et du coup on recommande ça.
On est pile à la distance entre Marseille et Cassis, donc il nous arrive aussi de recommander des lieux dans Cassis parce que c'est une jolie balade. Et puis après à Marseille, il y a des lieux qui nous touchent énormément, c'est les Goudes. On aime ce côté lunaire, on aime la route qui mène là-bas. On a l'impression de sortir du monde et de rentrer dans une zone complètement spatiale et on adore ça. On adore ce côté aussi là-bas très désuet, un peu froid aussi, presque mélancolique. On dirait qu'il y a des endroits dans Marseille qui sont restés coincés à l'époque de je ne sais, voilà, dans les années 50, 60 et du coup on aime ça parce que c'est ce qu'on aime dans les villes dans lesquelles on voyage et du coup on recommande souvent cette expérience-là. Alors on a souvent de bons retours, j'imagine que parfois les gens ne sont pas aussi sensibles que nous à ces styles d'architecture ou à ces styles de lieux, mais cependant sur nos réseaux sociaux aussi on met souvent en avant un nouveau lieu, un petit resto, une jolie boutique et du coup ça plaît. On met souvent en avant le quartier de Noailles aussi. Ça, c'est notre côté Saint-Ouen. C'est notre Saint-Ouen à nous, ici, Noailles. Ça vous rappelle Saint-Ouen ? Totalement. C'est exactement la population mixte, hyper multiculturelle, ces odeurs d'épices, ce côté un peu grouillant qui peut parfois inquiéter certaines personnes, mais qui nous plaît énormément. Et du coup, il y a 2-3 adresses dans Noailles qu'on adore. Le Joli Rouge, qui est une brocante café qui est en haut de la rue d'Aubagne, qu'on aime beaucoup. Évidemment, l'épicerie idéale, incontournablement la Maison Empereur. Même si c'est un lieu très touristique, c'est quand même un vrai trésor pour les amateurs de bricolage, de produits anciens et tout ça. Donc il y a ces adresses-là à la fois touristiques et à la fois plus audacieuses qu'on essaye de trouver, nous, au travers de nos week-ends. Tous les week-ends, on a un thème. Donc là, le week-end dernier, c'était Cours Julien. Donc bon voilà, ça nous plaisait un peu moins, mais parce que on aime les endroits plus audacieux, plus nichés et du coup on se fait chaque week-end des découvertes et on les recommande à chaque fois dans nos Bien sûr, et c'est finalement comme ça qu'on découvre le mieux oui, une exactement. ville, en fait. Donc la Pinède, Fli, le coffee shop, qui en plus va se dupliquer la photo. Oui. Votre petite fille, Java, plus des collaborations avec votre mari, Thomas, oui. Parce que maintenant vous signez à deux. Ça ressemble à quoi une semaine de Léa Dominguez, en fait ça semble... ça paraît compliqué, dit comme ça. Hein. Oui, c'est sûr, ça l'est. Ça paraît simple. Je pense sur mes réseaux sociaux, mes amis pensent que je suis en vacances depuis certaines années. J'imagine. Et en fait, c'est toute la force des réseaux sociaux, d'ailleurs, d'arriver à montrer ce qu'on veut de sa vie et de dire ce qu'on a envie de dire et de faire paraître que tout fait beau tous les jours à Marseille et qu'on va tous les jours à la plage. Mais en fait, pas du tout. On est principalement ici à la maison. Et ce qui a rendu l'expérience de la Pinède possible aussi, c'est qu'on passe beaucoup de temps ici. Donc, soit dans le jardin, sous le patio, soit à l'intérieur quand les jours le permettent pas. Et on travaille en fait avec nos 2 ordinateurs. On avance sur les projets qu'on a avec Tom. Donc, du coup, après 8 ans de vie commune, on affine vraiment nos choix et on travaille de plus en plus ensemble, même si parfois il est à Paris et que il a d'autres projets indépendamment de moi. On en a quand même signé des gros cette année ensemble. Parce qu'en fait, à la base, lui, il est décorateur et moi, photographe. Donc, on avait ces deux métiers-là. Et en fait, on a réussi à entremêler les deux. Même si Tom ne fait pas de photos et moi, je ne suis pas décoratrice. On a quand même un œil et une vision de l'esthétisme, de ce qu'on veut faire et maintenant de ce qu'on construit ensemble avec une trame, une identité qu'on a en commun. Et du coup, on arrive à signer des projets ensemble. Quand on fait les rendez-vous avec les clients, on les fait ensemble parce qu'en plus, on se complète bien, même en termes d'explications et de relations avec nos clients. C'est très cohérent pour nous. Et du coup, là, on a signé 2 gros contrats, 2 gros projets cette année. Un à Metz et un à Cannes. Donc ça, on rentre dans une sphère un peu plus impressionnante pour nous parce que c'est l'hôtellerie pure. Donc du coup c'est des collaborations, on signe pas des hôtels mais on collabore avec des investisseurs et des groupes hôteliers qui ont envie qu'on apporte à leur lieu déjà existant ou pas encore une identité qui ressemble à notre maison, à notre café à Saint-Ouen et à notre Pinède. Cette identité qu'on a instaurée chez nous et en plus de ça ce principe de tout est à vendre, donc chiner en même temps des objets, avoir
recours à des artisans qui font des collaborations exclusives pour nous, comme on l'a pour la Pinède et Fli. Et du coup, cette identité qu'on a créée, cette marque en fait, qui est à la base Fli, mais qui se duplique aussi en maison d'hôtes, c'est notre identité à nous. Et c'est vrai qu'elle commence à plaire à des gens qui sont externes à nos projets et qui nous approchent en nous disant, voilà, nous, on monte un hôtel, on a besoin dans la réception d'avoir un espace un peu concept store et on veut que ce soit vous qui le fassiez. Donc ça, c'est une grande consécration pour nous, forcément. Et ça, c'est vraiment, c'était le but, c'était l'ambition de notre vie. On pensait que ça arriverait plutôt vers la quarantaine, quand on aurait une réputation construite et des projets à montrer. Et en fait, c'est arrivé un peu plus tôt, donc c'est assez impressionnant cette année de devoir bosser pour des grands groupes. Et c'est un vrai challenge. Donc de nouveau, on se sort de notre zone de confort et c'est très bien. Et Marseille nous a en fait apporté pas mal de projets depuis qu'on est ici. On s'est éloigné de Paris, donc forcément on a perdu quelques clients et quelques contacts dans nos vies professionnelles, mais à la fois ça a consolidé en fait une constance, parce que la Pinède c'est une réussite c'est complet depuis le 1er avril, il n'y a pas eu pratiquement une nuit de dispo. On a eu de la presse, on a eu de beaux articles et tout ça, et je pense qu'on s'est construit une bonne image qu'on a à 2, voire même à 3, puisque Java fait toujours partie dans tout ce qu'on fait et tout ça, de l'aventure. Et je pense que c'est un gage de qualité, et du coup les gens ont confiance maintenant en nos projets, en notre constance, en notre fiabilité aussi. Et surtout ils sont attirés par notre style, j'imagine, parce que là les 2 projets qu'on va faire, ils nous ont approchés parce qu'ils aimaient nos lieux et notre identité. Donc pour nous c'est déjà une grande réussite. Magnifique. Bravo. On va terminer cet entretien. Je voulais te demander, comment définirais-tu Marseille en un mot ? Et puis, en fait, je t'ai écouté, ta passion, c'est quand même la photographie. Donc, peut-être en une image, si tu préfères. Un mot ou une image pour décrire Marseille. Alors, si je devais donner une image dans celle que j'ai faite, vraiment, c'est justement ce lieu que j'aime bien, c'est le bistrot plage. Donc, c'est vu du dessus, ce béton hyper lisse et ces transats orange vraiment... comme enflammé un peu, vraiment, et cette mer turquoise. Parce qu'en fait, c'est exactement les 3 aspects de Marseille. C'est la mer, qui est magnifique ici, je trouve. Le feu, vraiment. Je trouve qu'à Marseille, il y a le feu. Les gens sont passionnés, ils sont intenses. On adore ça. Ils ont vraiment cette ferveur dont on manquait à Paris, ce côté hyper... presque sanguin un peu parfois, à nos dépens, mais cette intensité qui nous plaît dans leur façon de parler et tout ça, et à la fois ce béton qui est cette ville, quoi, la cohabitation entre la roche et le béton, qui pour certains est d'un très mauvais goût, mais pour moi un grand esthétisme. Et c'est l'histoire de Marseille, parce que ça s'est construit, voilà, il y avait le panier, il y avait toutes ces jolies petites maisons, et puis après il y a eu les années 70, tous ces buildings qui sont montés, qui vont pas disparaître, mais qui font partie de Marseille et de l'identité de Marseille. Donc c'est exactement les 3 aspects que j'aime ici et qui nous ont fait venir vivre ici. C'est très très beau, parce qu'en très peu de temps, tu as vraiment bien saisi cette ville, et ça fait vraiment plaisir. Ah bah tant mieux. Merci beaucoup Léa. De rien, avec plaisir. Voilà, j'espère que cette discussion vous a plu. Pour en savoir plus et aller un peu plus loin, vous retrouverez quelques liens et références juste sous l'épisode. N'hésitez pas également à me laisser quelques commentaires et à me retrouver sur Instagram, Une Femme Française. À très vite pour un prochain rendez-vous. Salut!